Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, démarrons, esprit de Noël, jeux de société du neuf. Dans les jeux de société, et c'est des Français qui sont en train d'inventer. On va démarrer avec ça, ce rendez-vous d'une demi-heure. On repart les amis, on repart avec Franck Botta. Bonjour Franck, vous allez être un petit peu l'éclaircie Noël, on va dire ça comme ça là, dans cette émission, et puis même d'une manière générale d'ailleurs. On fait pas beaucoup de choses autour des cadeaux, autour des jeux, autour des jouets. Mais là, je dois dire, quand j'ai vu le truc, ça m'a beaucoup intéressé. Enfin, surtout quand j'ai vu que Ravensburger, on peut avoir une idée de ce que ça représente, Ravensburger, dans l'univers des jeux de société, de ce qu'on appelle les jeux de plateau. C'est quoi, quasiment le leader mondial, non? C'est ça. C'est le leader mondial. Partie des leaders mondiaux. Oui. On a une belle marque, nous, qui s'appelle Asmodée d'ailleurs. Tout à fait. Ah, voilà, oui. Une belle marque française. Eh bien, j'ai l'honneur aussi d'annoncer qu'on a un partenariat avec Asmodée. Eh ben voilà. Voilà. Et alors c'est le fameux truc, quand les attachés de presse nous vendent le meilleur des deux mondes, à chaque fois, moi, ça me fait sourire, tout est... Mais là, je dois avouer que pour le coup, c'est-à-dire que donc, c'est une console, alors on ne peut pas la faire fonctionner là, ça nous prendrait trop de temps, mais en gros, vous mariez l'électronique et le jeu de plateau. Racontez-moi ce que vous faites. On associe deux univers, on marie ces deux univers qui sont le jeu de société et le jeu vidéo. Ouais. Donc dans le jeu de société, on se retrouve tous autour de la table pour partager ces moments conviviaux. Et dans le jeu vidéo, il y a toute l'interaction, les animations. Et donc cette console, elle permet vraiment d'allier ces deux univers. Bon, là j'ai un écran. Oui. Sur cet écran, alors d'abord, tiens, décrivez-moi ce jeu là qui est là et que je ne connais pas. Donc ce jeu s'appelle Crystal Bay. Ça a été un jeu qui a été développé en partenariat avec un auteur du jeu de société, un des 10 auteurs reconnus en France du jeu de société, qui est Roberto Fraga. Et donc on a travaillé en collaboration avec cet auteur pour pouvoir ce qui est intéressant pour Roberto, c'était créer des jeux qu'on n'est pas en capacité de le faire de façon traditionnelle. D'accord. Et donc, dès qu'il a vu la console, il s'est dit « Ah bah tiens, là je vais pouvoir... » Parce que vous appelez ça une console quand même. Une console de jeu de société. Console de jeu de société. Et donc il a dit « Je vais pouvoir imaginer des choses nouvelles finalement. » Voilà, c'est ça. Et donc on comprend quoi? Alors on comprend que là c'est... On a l'impression que c'est quoi? C'est un lac, c'est une mer, c'est une mer intérieure. C'est une mer. Et donc il y a un phare. Et donc le but du jeu va être de découvrir ce qu'il y a au fond de la mer. Et donc le phare va éclairer le fond de cette mer. Et après, avec les petits bateaux, on va aller venir chercher les cristaux. Mais le principe est un principe jeu de société ou un principe jeu vidéo? Je m'explique. Principe jeu de société, on a des dés, ou alors il y a des cartes à côté de vous, etc. Et tout. Il n'y a pas une dextérité à la manette, qui est le principe jeu vidéo. Voilà, les manettes de cette console sont des pions, des dés, des cartes. C'est ça. C'est ça qui fait la magie de cette console. Donc, d'une certaine manière, c'est jouer aux jeux vidéo sans avoir la dextérité de nos enfants, il faut bien dire ce qu'il y a quand même. Hein, voilà. Et tout à coup, ça peut équilibrer les âges, ce qui est une des grandes idées. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur les différents salons, alors c'est vrai que cette année, on n'a pas pu beaucoup en faire, mais sur les salons précédents, à chaque fois, on s'est rendu compte que dès que les enfants voyaient cette console, ils étaient attirés par ce plateau dynamique. Et les parents, et les parents, le fait d'observer leurs enfants, ils se sont rendus compte, je vais pouvoir jouer avec eux. Et donc on a pu rallier comme ça les enfants, les parents et même les grands-parents sur les salons. C'est un réel besoin, vous croyez, aujourd'hui? Alors, regardez, Ravensburger, qui dit que vous apportez une innovation majeure. Ils sont allemands, Ravensburger. Oui, tout à fait. Vous apportez une innovation majeure dans l'industrie du jeu. Et alors, eux, alors j'ai été regarder, ils ont 2 blockbusters, je parle sous votre contrôle. Oui. C'est Labyrinthe et Ramsès, c'est ça? Effectivement. Et c'est les 2 licences qui sont sur la Square One. Elle s'appelle la Square One. La Square One. La case départ. Square One. Hein, Square One. Square One. Et c'est vous qui avez adapté Labyrinthe, par exemple. Bon, Labyrinthe, c'est Labyrinthe. Hein, voilà. Oui. C'est vous qui l'avez adapté pour votre console ou c'est eux qui l'ont développé? C'est les studios Wizama qui ont... Comme on est sur une nouvelle expérience de jeu,
donc tout est à faire, donc la conception de cette console, mais également montrer aux éditeurs les capacités de cette console. Donc il fallait monter également le studio Wizama pour pouvoir concevoir ces jeux du futur. Et donc en cherchant comme ça des grands partenaires comme Ravensburger pour pouvoir adapter leur licence phare sur cette console. Ouais. Ça vient d'où? C'est quoi la démarche? Enfin, vous venez d'où vous-même? Univers du jeu ou univers de la vidéo et de la techno? Alors, petit, je jouais déjà beaucoup aux jeux de société avec mes parents. Ouais. Alors, je suis tombé dans le jeu vidéo avec mes frères. Et je me suis orienté dans les études de technologie. Et donc j'étais ingénieur en recherche et développement. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Technicolor, où j'étais dans les laboratoires de recherche, où on concevait des systèmes innovants. Et donc du jour au lendemain, ce qui s'est passé, c'est que je voulais jouer à un jeu de société avec ma fille. Et elle m'a dit, non papa, je veux jouer sur tablette. Et donc, moi-même qui a voulu passer ces moments conviviaux avec elle, j'étais désemparé. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait plus. C'est ça, elle ne voulait plus. C'est dingue, ça. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir... Même Monopoly Star Wars, même parce qu'ils se sont creusés la tête quand même pour rentrer dans l'univers de nos gamins, les gars. C'est l'écran. Elle voulait cet écran. Et donc, moi, qu'est-ce que je pouvais faire en tant que parent? Ouais. Et donc, forcément, avec donc cette expérience du jeu de société, du jeu vidéo et des technologies, je me suis dit, voilà, on va créer quelque chose de nouveau qui va permettre de répondre à ce besoin. Je pense, enfin, je sais pas, on a des sentiments très ambivalents en fait. Moi, je regardais votre truc et puis j'entends votre discours, ça confirme des sentiments très ambivalents. D'un certain côté, on se dit, comme vous, waouh, c'est génial, bravo, tout à coup, on va réunir la famille. Et d'un autre côté, on arrivait quand même un peu à la réunir, la famille, autour de certains jeux de société. Enfin, bon, voilà, on va pas citer, mais il y a des jeux de société emblématiques auxquels on peut tous jouer. Oui. Et on a l'impression que, quelque part, vous rendez les armes. Enfin, c'est bon, ok, les écrans ont gagné, l'image ont gagné, la vidéo a gagné. Non, on fait un compromis. C'est un compromis, c'est-à-dire que le jeu de société, moi-même, je continue à jouer des jeux de société, je suis un amoureux du jeu de société. Et aussi du jeu vidéo, mais forcément, à un moment donné, il faut pouvoir répondre à certaines attentes. Je comprends. Et alors, dans votre idée, votre fille, vous allez l'amener quand même vers un jeu de plateau classique ou C'est de plus en plus difficile, je vous confirme. Ouais, puis maintenant que vous avez inventé le truc, qui va, je l'espère, faire la fortune de la famille, on va pas non plus se mettre à jouer normalement. Mais d'ailleurs, alors, vous avez cité Technicolor, oui. Qui est donc l'ancienne Thomson, l'un des nombreux héritiers de Thomson, spécialiste aujourd'hui notamment, alors il y a une histoire très très compliquée pour Technicolor, mais oui. Ce qui fait la fortune de Technicolor aujourd'hui, ce qui permet à Technicolor de résister, ce sont les effets spéciaux oui. Pour le cinéma. Mais je crois qu'en fait, vous êtes une bande d'anciens, alors soit de Thomson, soit de Technicolor, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça, le cœur de l'équipe Wizama. Parce qu'on a fait partie des gens qui ont créé le système de VOD à la demande. Donc cette solution a été revendue. Il y a combien de temps ça? Il y a 15 ans maintenant de ça. Donc le début de Orange, Maline TV et Bouygues Télécom. Et c'était Thomson qui a conçu le système. Qui était aussi, alors Technicolor fait toujours des décodeurs d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, ce qui est plus compliqué. Bon, tout ça vient évidemment d'Asie. Enfin, comment est-ce que vous avez, parce qu'après, il faut trouver les concepteurs pour monter une affaire pareille. Enfin, ça doit être une aventure quand même. De construire un nouveau device, parce que c'est un nouvel appareil. Un nouvel appareil. Voilà, un nouvel appareil qui a donc sa technologie, qui a derrière cette technologie, il y a des brevets que Wizama a déposés. Et donc, c'est de travailler aussi bien sur le côté matériel avec les fabricants, mais également sur la partie logicielle, donc avec les studios de jeux vidéo, et également les fabricants de jeux de société pour pouvoir fabriquer ces petites figurines. Ben oui, parce qu'ils ont des... Donc on relie plusieurs concepteurs, fabricants pour pouvoir... Et une boîte comme Ravensburger, elle vous fait confiance, c'est-à-dire sur la manière dont vous allez la rémunérer, c'est quoi? C'est au chiffre d'affaires que vous allez développer? C'est au chiffre d'affaires. Ouais, donc ça veut dire qu'ils vous font confiance. Ils ne vous demandent pas tout de suite un gros chèque pour utiliser. Là. Non, pour une start-up, ce serait difficile. Donc, super difficile. Mais ils nous font confiance. Bah oui, c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils sont séduits par le truc, voilà. Là, les gars. Et pareil pour les fabricants en Asie, ils vous font compte, parce que j'imagine vous démarrez avec des petits volumes. Avec des petits volumes. Et ils sont habitués à des trucs massifs. Mais ils sont, non, on pourrait y croire qu'ils ont l'habitude de grosses quantités, mais finalement, on s'est rendu compte que même les petits volumes, ça leur fait pas peur.
Bah écoutez, longue vie, hein. Longue vie à Ouizzama. C'est votre premier Noël, là? C'est notre premier Noël, voilà. Voilà. Bah, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. On souhaite d'en vivre encore de très nombreux. Et nous, les amis, bah, on se retrouve. Franck Botta, donc le fondateur de Ouizzama, était notre premier invité sur Sud Radio, les médias à venir. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart, les amis, on repart avec alors un entrepreneur. Bouge-toi les oreilles, Pascal, voilà, un entrepreneur exceptionnel. Pascal Chevalier, bonjour Pascal. Salut Stéphane. Même si j'ai toujours pas compris ce que c'était que ton métier, mais sinon ça reste... On est quand même, donc, alors des titres de presse, hein, donc Science et Vie, Marie-France, Maison et Travaux, Auto Plus, Top Santé, Télémagazine. J'ai cité les plus importants là. Chasseur français. Chasseur français. Chasseur français. Voilà, tout ça. Et alors, mais tu dis... Moi, donc tout ça regroupé dans ton groupe Reworld Media, je parle sous ton contrôle, hein, c'est 1000 personnes, c'est 42 marques médias, c'est 12 pays, c'est 462 millions d'euros de chiffre d'affaires, le dernier chiffre d'affaires publié. Tu résistes au choc ou il va y avoir un impact Non, on résiste plutôt bien au choc parce que finalement le digital porte la croissance, donc on fera mieux cette année que l'année dernière. C'est ce qui a été annoncé sur le premier semestre déjà. Ça alors, dis donc. Ouais. Tu sais, ce qui est assez intéressant, finalement, ces métiers ont beaucoup évolué. Quand je regarde finalement la structure du groupe aujourd'hui, on est à 50% un éditeur logiciel. On a des technologies qui permettent de monétiser automatiquement nos audiences. Mais finalement, aujourd'hui, tout ça, ça se fait de façon automatique avec des logiciels. Et puis de l'autre côté, finalement, je viens une plateforme de vente de contenu. C'est ce que tu dis, plateforme de vente de contenu. Bah, là où Spotify vend les abonnements à la musique, moi, je vends l'abonnement à des contenus avec ma marque média, Top Santé. Mais finalement, aujourd'hui, mon abonné veut s'abonner à la télé, il veut s'abonner à un site web, il veut s'abonner à un magazine. Finalement, peu importe le média qu'il va choisir pour que je lui parle, mais il s'abonne à du contenu que je vais lui créer. Et donc finalement, mon métier, c'est ça. Et le contenu, avec les évolutions, a pris une forme différente. Un peu de vidéo, un peu de podcast, un peu de photos, un peu d'écrit. Et tu suis tout ça? Il faut suivre les évolutions. Il faut que tu suives les évolutions qui sont différentes en fonction des marques médias. Parce que tu ne parles pas pareil à un passionné de santé avec un passionné de déco ou un passionné de mode ou un passionné de cuisine. Ouais. C'est comme ça. Mais comment se fait-il que toi... alors, je sais, c'est parce que, pour le coup, t'es un génie. Mais les médias, j'ai presque dire traditionnels, tous, ils ont passé une année épouvantable. Pour certains, ça a été difficile. D'autres, je pense, ont bien su réagir. Parce que le marché publicitaire s'est cassé la figure. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il faut jamais dépendre d'un seul business model. Donc, dépendre que de la publicité, c'est toujours un peu dangereux. Donc, à partir du moment où tu dépends pas que de la publicité, mais aussi de la vente de contenu, bah, tu danses sur plusieurs pieds. Donc, finalement, s'il y a un de tes business qui est en souffrance, les autres vont mieux. Vente de contenu, tu compares ça à des abonnements, par exemple? Par exemple. Ouais. Donc celui qui est je sais pas, passionné de foot cette année, bah, ça va être un peu plus difficile, on le voit bien avec Mediapro, etc. Mais ceci dit, c'était le moment d'être bon dans les recettes de cuisine parce qu'on était confinés à la maison et on a beaucoup cuisiné. Ouais. Donc voilà, finalement, c'est la capacité à évoluer et à suivre à la fois les contenus, tes audiences, les formats, etc. Mais alors ça veut dire que tu es en écoute permanente, mais en sondage permanent de, j'ai pas envie de dire tes lecteurs, j'ai envie de dire tes consommateurs de contenu, c'est ça? Sans arrêt, tu regardes comment ils se comportent, sans arrêt, tu fais évoluer ton modèle? Exactement. En fait, tu as deux clients dans les groupes médias aujourd'hui. Le premier client, c'est ton lecteur. Il achète du contenu chez toi. Mais il en achète quand il en a envie, avec des formats différents, et puis ça peut changer des périodes. L'hiver, l'été, etc. Et puis là, avec le confinement, les besoins étaient différents. Donc à nous de produire le contenu aux bonnes personnes, dans le bon format, avec le bon support. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Et puis de l'autre côté, ton deuxième client, lui, c'est l'annonceur. Et puis lui aussi, finalement, qu'est-ce qu'il cherche à faire pour faire simple? Il cherche à vendre maintenant. Donc l'annonceur aujourd'hui, si c'est un constructeur automobile, il veut des leads pour vendre des voitures. Si c'est un site de e-commerce, il veut vendre en ligne, etc., etc. Pourquoi tu dis il cherche à vendre maintenant? Il y a une époque où il ne cherchait pas à vendre? Parce que dans une période de crise, tu te rends bien compte que les gens font un peu moins de marketing, mais ils ont beaucoup de stock et ils cherchent à déstocker. Ouais. Donc quand tu parles à n'importe quelle marque aujourd'hui, des marques dans le retail, à qui tu dis, tu leur dis pas d'ailleurs comment ça va, c'était très dur. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils veulent vendre très vite parce que la nouvelle collection arrive et s'ils doivent vendre des produits avec des produits soldés, mais c'est une catastrophe. Donc en fait, à chaque fois qu'ils viennent te voir, ils te disent, bon, le marketing, ok, mais là, il faut vraiment que je vende. Au sens, il faut vraiment que je déstocke des produits. Mais alors ça veut dire quoi? Et comment tu fais? Ça veut dire que toi, tu vas adapter ton contenu à la demande de l'annonceur? Alors c'est deux choses différentes. Finalement, le métier de vente de contenu,
il y a de moins en moins de publicité. Parce que c'est deux métiers qui sont en opposition. Lorsque j'ai un site avec du contenu, je veux que les gens restent sur mon site, donc je veux qu'ils viennent lire du contenu. Donc il faut et je veux pas qu'ils achètent. Intéressant, voilà. Intéressant. Ce mot idiot. Et quasiment sans pub. Parce que finalement, ce que je veux, c'est que la personne elle reste chez moi et qu'elle lise du contenu. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est être capable de vendre du contenu. Mon modèle, c'est de vendre du contenu à un lecteur. C'est ça le modèle. De l'autre côté, il va falloir créer des dispositifs, c'est là où il y a toute la partie logicielle automatique, où celui qui va acheter une voiture, il sait en gros ce qu'il veut comme modèle, mais il veut comparer, et demain il va aller beaucoup plus sur des sites qui n'ont rien à voir avec des sites de contenu éditorial, des sites de comparaison de prix, des sites de cashback, de couponing, etc. C'est deux choses différentes. Le monde du e-commerce, le monde du contenu. On peut très bien avoir dans un même groupe les deux métiers, parce que je peux très bien avoir un comparateur de prix et puis je peux avoir un site automobile d'un côté. Par contre, c'est forcément pas le même contenu. Je veux pas utiliser une marque média automobile pour faire un site de comparaison de prix de voiture. Ça coûte cher de faire du contenu. Oui. Comment est-ce que tu rentabilises ta machine? Alors, tu fais travailler les journalistes comme des damnés, voilà, ça peut être une solution. Mais enfin, c'est quand même à court terme. Comment est-ce que tu rentabilises l'ensemble de ce truc-là? Alors moi, je pense que déjà, ça coûte beaucoup moins cher le contenu qu'avant. Podcast versus radio. Émission de télé versus télévision, comme on le faisait avant. Donc ça veut dire que... Podcast versus radio, ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher de faire un podcast que de monter une radio. Ça, je te le confirme. Ah oui. Pareil pour la télé, etc. Absolument. Et donc finalement, tu te rends compte qu'aujourd'hui, si je prends le marché des podcasts, qui est intéressant, parce que c'est vraiment la révolution que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast, qui redécouvrent le podcast comme s'ils avaient oublié la radio, en se disant, tiens, ce média est intéressant, c'est un média avec un temps long, que je peux écouter pendant que je fais autre chose. Je suis dans le métro, je fais du sport, je fais mes courses, enfin, etc. Et c'est vrai, en fait, que c'est un média long, que je peux écouter en faisant autre chose. Donc ça, c'est intéressant parce que ça a une nouvelle perspective. Mais ceci dit, écouter la radio ou écouter un podcast, la qualité est la même aujourd'hui. Sauf que le coût de production du podcast n'est pas le même. Et puis la grande différence, c'est qu'en écoutant le podcast, tu sais exactement ce que tu vas écouter. La radio reste quand même une forme de loterie. Est-ce que le programme que je vais écouter à ce moment-là... Mais Pascal, je vais être très franc avec toi, hein. Je continue à pas y croire, moi, au podcast. C'est-à-dire, je continue à me dire que c'est le blog d'il y a 20 ans. Il y a un moment, en ce moment, un effet de mode, sans doute, quelque chose de très intéressant, dont on va se lasser parce que ça t'apporte pas l'interactivité que tu cherches, ça t'importe pas. Ça reste quand même un type qui parle, ça reste assez limité dans l'expression, dans ce que tu peux créer. Non, tu penses qu'on est sur quelque chose de structurel. Moi, je t'écoute. Hein, alors, pour le coup, tu as raison parce que en fait, finalement, il y a quelques mois, je me disais, ce marché des podcasts, il est incroyable, on va où? Et finalement, aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'écoutes par mois sur l'ensemble de nos médias. Oui, donc ça marche. Et sponsorisé, rentabilisé. Alors, sponsorisé. Tu gagnes de l'argent avec les podcasts. Moi, c'est ça la question. Tu gagnes de l'argent, soit parce que tu vas avoir des annonceurs qui vont venir, parce qu'ils vont simplement parrainer l'émission, ou soit parce que tu vas arriver à faire des podcasts avec un contenu de qualité où les gens vont payer pour s'abonner. Finalement, quand tu es sur un temps long, tes podcasts... Pascal, personne s'abonne. Alors nous, on en Magellan, il y croyait. Magellan, c'est autre chose. D'accord. Mais finalement, si demain tu arrives, je prends l'exemple de Sciences et Vie et de dire, mais entre information et formation, je peux très bien faire un module de formation pour former des gens via un podcast et là, tu vas pouvoir le vendre. Et c'est ça qui est intéressant. Finalement, dans nos métiers où on crée du contenu, souvent, en fait, on forme des gens. On les informe et voire on les forme. Donc, de m'abonner à quelques euros par mois à un podcast que je peux écouter pour m'informer ou me former sur des thématiques scientifiques, par exemple, là, tu as un marché. Mais c'est pas les mêmes gars qui le font. Parce que c'est pas les mêmes gars. C'est quelque chose auquel nous aussi, évidemment, on réfléchit autour de l'économie. Il est hors de question que moi, par exemple, je me mette à enseigner l'économie. C'est pas mon sujet, pas faire de la formation. C'est pas les mêmes gars qui font le truc. Tu as raison. Quand tu regardes en fait ce marché, quels sont les marchés sur lesquels on peut travailler autour des médias? Le marché de la formation, ce n'est pas les mêmes personnes. Il faut aller chercher des gens qui sont plutôt des pédagogues et tu vas les faire venir aux médias. C'est vraiment différent parce qu'un pédagogue qui aura la bonne voix pour faire le podcast. Tu peux aussi aller sur le marché de l'édition, on y va aussi, où finalement tu te dis tel sujet, je vais pouvoir le traiter sur un temps vraiment long, je vais faire des ouvrages de l'édition, et ça aussi on peut y aller. Et on parlait aussi des événements, c'est pareil, tu peux très bien faire des événements parce que demain, je vais pouvoir te faire venir à une conférence dans laquelle tu dis c'est super, pendant 2 jours, je peux tout apprendre, même si c'est fait par la marque Top Santé sur tel ou tel secteur qui m'intéresse. C'est simplement de proposer du contenu à des lecteurs qui viennent pour s'informer, s'enrichir, comprendre. Et ta marque média, comme c'est une marque forte, elle te fait la traction, c'est-à-dire elle t'amène le public, le lectorat, les fans, etc. C'est ta légitimité. Quasi naturellement. Voilà, c'est ta légitimité. Si Top Santé te dit que finalement ils ont un avis, tu vas écouter l'avis. D'accord, pas d'accord, mais tu auras un avis. Mais alors pour le coup, tu peux pas jouer avec ça. C'est-à-dire, il faut que l'avis soit complètement indépendant de l'ensemble de tes annonceurs, de l'ensemble. Évidemment, comme toujours. Voilà. Mais c'est pour ça que quand tu fais par exemple des conférences, je trouve que c'est assez intéressant dans leurs médias.
Finalement, la conférence, ce qui est très important, c'est le contenu de ta conférence. Le sponsor qui va mettre le logo à l'entrée, etc., c'est un autre sujet. Bien sûr, il faudra des sponsors pour l'événement. Et encore mieux, trouver des sponsors qui n'ont pas d'intérêt direct avec le secteur que tu vas couvrir. Une banque qui va financer un événement dans la santé, par exemple. Donc ça veut dire que là, tu peux créer vraiment des événements, on va revenir sur un temps long, dans lequel tu peux avoir des échanges, un contenu avec des avis différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire progresser un sujet. Et c'est pour ça donc que tu es rentré au capital de Hopscotch, qui est l'un des leaders européens même, peut-être. Enfin, le plus gros français, enfin il y a JL Evans évidemment, mais un gros acteur français autour des relations publiques, de l'influence et de l'événementiel. L'événement, donc encore une fois, c'est important, quand on a une marque média, de faire ce rapprochement finalement avec un des leaders européens dans ce secteur. C'est notre capacité à mixer nos audiences de marque média avec leur capacité à faire des événements de petite et de grosse taille, toujours sur une thématique. Si nous décidons ensemble de lancer un événement, je ne sais pas, un forum autour de l'hydrogène, on va arriver avec une expertise technique, mais ils vont arriver avec une capacité de faire un événement qui aura une véritable portée. Et ça, cette association est très importante. Ils sont actionnaires du Salon de l'Auto. Bon, année difficile, mais le Salon de l'Auto n'est pas mort, il va simplement se réinventer. Mais pour nous qui avons des titres phares dans le domaine de l'automobile, c'est intéressant de travailler ensemble, évidemment. Ouais, vous pouviez travailler ensemble sans que tu rentres au capital. Si tu rentres au capital, c'est l'entrepreneur, l'investisseur qui profite d'une situation où les valorisations sont très dégradées et qui se dit c'est maintenant qu'effectivement il faut rentrer, acheter au son du canon. Tu as raison. Finalement, tu te dis qu'il faut toujours investir à contre-courant et finalement, tu as beaucoup de gens qui disent le secteur de l'événementiel est en situation très difficile. Oui, c'est vrai. Mais ça ne sera pas éternel, ça veut dire que 2020 dure, 2021 probablement dure aussi, mais 2022, je pense que ça ira mieux parce que les gens ont quand même vraiment envie de se retrouver, de se rencontrer, etc. Et puis ensuite, il y a une logique à travailler avec des entrepreneurs. On se connaissait depuis quelques temps avec les 3 fondateurs du groupe Hopscotch et finalement, c'est une histoire d'entrepreneurs où on se dit au bout d'un moment, en fait, si on travaille ensemble, on pourra aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et donc, ça veut dire que tu as la conviction que, alors, par exemple, Salon de l'Auto, c'est-à-dire on va retrouver des immenses événements brassant des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en ce qui concerne le Salon de l'Auto. Pas forcément ça. On va refermer une parenthèse et on va recommencer comment? Alors je pense pas. Finalement, comme dans chacune des crises, on ressort toujours, mais ailleurs. Donc finalement, les gens vont avoir besoin de se rencontrer, mais peut-être différemment. Le digital, ou du moins ceux qui ont fait des événements de façon, avec des conférences type Zoom, etc., ça nous a appris quelque chose. Ça permet de connecter des gens partout dans le territoire, et c'est important de rapprocher les territoires. Celui qui est dans un petit village à côté de Clermont-Ferrand aura la même capacité de suivre des conférences ou avoir accès à l'information que celui qui est basé à Paris. Ensuite, ça c'est vraiment le premier point. Et demain, on va pouvoir continuer à faire ça. Ça veut dire que les conférences vont d'abord se digitaliser pour diffuser au plus grand nombre le contenu de nos conférences. Mais ensuite, il y aura toujours le côté relationnel. Alors oui, en effet, il y aura bien l'apéro où ceux qui sont à Paris ou ceux qui sont à Marseille pourront se revoir. Vendre à un moment, il faut que les commerciaux fassent leur boulot, quoi. Et il y a un peu de chair là. Mais il y aura un peu de tout ça. Mais même si je prends l'exemple du secteur de l'automobile, finalement, le constructeur qui vient à un salon, ce qu'il veut, c'est des leads parce qu'il veut vendre des voitures. Donc peut-être qu'une partie des leads qu'il va récupérer, ça va se faire online. Et moi, je pense qu'en fait, on est capable de faire vivre des expériences ou des tests à un utilisateur potentiel simplement par le digital. Il manquera ce côté physique que l'on va retrouver progressivement, mais on va revenir aujourd'hui dans un système il y aura un peu des deux maintenant, c'est sûr. Et pour le coup, on va faire de sacrées économies parce que ces énormes machines coûtaient des fortunes. Et peut-être que là aussi, il y a la réflexion de l'entrepreneur qui se dit finalement, on peut toucher autant de monde, voire plus, créer des émotions, mais avec des coûts qui sont peut-être divisés par 10, Pascal? Probablement, parce que finalement, dans l'événementiel, ce qu'on voit toujours, c'est qu'on veut arriver à créer une expérience. Et donc, les gens, ils veulent toucher. Dans le domaine de l'agroalimentaire, ils veulent goûter. Alors, c'est sûr qu'on aura du mal à faire goûter quelque chose. C'est pas demain qu'on va pouvoir refaire le salon agriculture en 100% online. Mais il y aura des choses qui vont se faire online. Mais il y aura toujours cette capacité et cette volonté de venir toucher, essayer, goûter. J'ai vu une petite boîte d'événementiel, là, qui, en faisant du wine tasting, finalement a envoyé les bouteilles de vin, alors 2 bouteilles de vin à chacun des participants. Tu as un sommelier, meilleur ouvrier de France, qui est là en visio. Et c'est une expérience. C'est génial. Incroyable, mais incroyable. Ça sublime en fait le truc. Quoi. Juste un mot, parce que alors on devait commencer par ça et puis finalement on finit par ça. C'est la discussion. Donc ce matin, là, Vivendi a annoncé son intention de quoi? De racheter. Rentre en négociation exclusive avec Prisma. Avec Prisma. Prisma, c'est quoi comme titre? Prisma, c'est Géo, donc c'est Gala, voilà, des marques comme ça. C'est un groupe très fort dans notre secteur. Je crois qu'ils ont la même logique que toi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe d'entrepreneurs, donc finalement, on va se comprendre. Vivendi, c'est un groupe d'entrepreneurs. Bolloré, entrepreneur. Ouais. Ça se discute. Allez, on regarde. Donc finalement, très financier. Finalement, cette culture entrepreneuriale, il voit bien que finalement, il y a des choses à créer, il y a un marché à transformer. Alors pour nous, ce qui est très bien, c'est que ça vient cautionner la stratégie de Reworld, qui est de dire finalement, le marché des médias, il est super, il a juste changé. Donc à partir du moment où on est capable d'aborder ce marché avec un œil différent, on va construire forcément des acteurs qui vont être très innovants, très en croissance, dans un marché qui est bon. Le marché des médias, il est très bon, il a juste changé, c'est tout. Pascal Chevalier, le fondateur de Reworld Media, était avec nous sur... Pascal Chevalier, donc le fondateur de Reworld Media, était notre invité sur Sud Radio. Les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.